À la fin du mois de juillet 1692, Victor Amédée II, duc de Savoie et prince du Piémont, à la tête de contingents piémontais, allemands, espagnols, vaudois et de protestants français, totalisant 40 000 hommes, franchit le col de Vars et tombe sur Guilleste, qu'il prend le 29 juillet. L'armée française, commandée par Catinat, bien qu'inférieure en nombre, obligera toutefois les envahisseurs à repasser ce même col dès le 20 septembre. Néanmoins, pendant presque 2 mois, les troupes assaillantes auront largement pillé tout le Haut-Dauphinois. Par exemple, à Gap, prise le 28 août, sur les 953 maisons de la commune, 798 ont été détruites. Avant, dès le 27 juillet, après son passage du col de Vars, l'avant-garde, formée par des réfugiés protestants, a multiplié pillages et incendies. De nombreux villages ont été également détruits par le prince Eugène de Savoie, qui, en se rendant dans le Censor le 29 août, avec une partie de la cavalerie, a dévasté tout sur son passage. À Versailles, le roi et ses conseillers, qui considéraient les Alpes comme un obstacle infranchissable pour une armée nombreuse, sont consternés. Vauban est alors envoyé immédiatement sur place dans une mission d'inspection de toute la frontière, de Nice à Grenoble, afin de proposer au roi tous les projets qu'il jugera nécessaires à son renforcement. En effet, en la personne de Sébastien le Prestre, seigneur de Vauban, Louis XIV possède le meilleur ingénieur militaire de son temps. Né en 1633 dans une famille de petite noblesse des confins du Morvan, grâce à ses seuls mérites, il deviendra en 1678 commissaire général des fortifications, puis maréchal en 1703 et premier ingénieur à recevoir ce grade. Durant sa longue carrière militaire de 1651 à 1707, il excellera en hiver dans la construction de fortifications et lorsque la bonne saison survient, dans la prise ou la défense de celles-ci. Dans son exercice de l'art de la construction militaire, on lui attribue 37 nouvelles villes, citadelles ou ports fortifiés et un nombre bien plus considérable d'accroissement et de modernisation. À la fin de sa vie, les frontières du royaume de France seront dotées, grâce à son expertise et au soutien du roi et de ses ministres, Louvois et Colbert, d'une véritable ceinture de fer qu'il nommera le précaré du roi. Remarquable par le nombre de ses réalisations, le bâtisseur Vauban l'est tout autant par la qualité de celle-ci qui porte la fortification bastonnée à son apogée. Il fait progresser celle-ci tant dans la défense des côtes, comme par exemple à Saint-Martin-de-Ré ou à Saint-Vaast-de-la-Hougue, que dans la construction de fortifications de montagne, comme à Villefranche de Conflans. Néanmoins, son chef-d'œuvre sera construit à partir de 1697 dans les plaines d'Alsace, où la ville de Neubrisach est séparée de ses éventuels assaillants par 4 lignes de défense établies en profondeur et qui s'insèrent dans un plan octogonal parfait. Dans son exercice de l'art du siège, Vauban conduira plus d'une 50aine d'opérations, comme la prise de Lille en 1667 ou de Namur en 1692, auxquelles il convient d'ajouter les défenses des places. Cela avec des taux de réussite très élevés. Il n'aura de cesse ainsi, depuis sa nomination en tant qu'ingénieur ordinaire du roi en 1655, à son dernier siège en 1703, sa fortification de Vieux-Brisac, prise en 13 jours, de perfectionner son système d'investissement. En 1704, il consigne toutes ses connaissances dans un traité d'attaque des places où la sape permet de creuser 3 parallèles reliés entre elles et qui se rapproche de plus en plus du chemin couvert de la place à prendre.
Grâce à des grenades et à l'artillerie, les défenseurs peuvent être alors chassés de celui-ci. L'assaillant peut alors repositionner son artillerie ou poser une mine, afin d'ouvrir une brèche tant dans la demi-lune que dans le bastion, du côté de la place qu'il souhaite investir. Enfin, l'infanterie s'élance à l'assaut si son gouverneur ne fait pas battre la chamade. Sa méthode sera utilisée par les ingénieurs français en l'adaptant jusqu'à l'apparition de l'artillerie rayée de siège vers 1860. Dans le cadre de son inspection des frontières des Alpes et sur les recommandations de Catinat, Vauban arrive en novembre 1692 sur le plateau de Niort. Il s'enthousiasme pour le lieu et le décrit ainsi. Fait exprès pour la place du monde qui serait la mieux située par rapport à la frontière et nos principales communications. Ou encore, c'est l'endroit des montagnes où il y a le plus de soleil et de terres cultivées. Il y a même des vignes dans son territoire, des bois, de la pierre de taille, du tuf, excellent pour les voûtes, de la pierre ardoisine, du bon plâtre, de fort bonnes chaux, et tout cela dans une distance d'un lieu et demi, pas plus. Et quand Dieu l'aurait fait exprès, il ne pourrait être mieux. De plus, Vauban pense que le pudding qui constitue le plateau est un conglomérat de cailloux enrobés d'un ciment naturel qui permettra de ne pas revêtir les fossés. Celui-ci, en outre, ne l'oblige qu'à construire un front bastillonné que du côté du village d'Aiglier pour de simples enceintes sur les trois autres fronts. Vauban n'estimera ainsi le coût des travaux qu'à un montant de 770 000 livres. À l'intérieur des fortifications, il prévoit, dès son projet initial, la création d'une ville qui doit comprendre une place d'armes, des casernes, des pavillons pour les officiers, une église, un arsenal, une poudrière et de nombreuses constructions civiles. Il prévoit aussi le captage de 2 sources pour l'approvisionnement en eau, de fontaines et d'un réservoir de 365 mètres cubes. Les crédits sont accordés en mars 1693 et le chantier commence. Très vite, Catinat remarque que le pudding compact qui devait visiter la maçonnerie n'existe pas et, pour ne pas trop dépasser les crédits, il ordonne de diminuer la hauteur des escarpes. Ensuite, l'intensité du froid qui apparaît sur ce plateau situé à 1000 mètres d'altitude entraînera l'interruption des travaux d'octobre jusqu'au printemps. Enfin, l'importance des moyens mis en place n'empêche pas les erreurs et des pans entiers de certaines escarpes doivent être refaites. Pourtant, lorsque Vauban revient en 1700, il se montre globalement satisfait par l'avancement des travaux. Une caserne, le pavillon des officiers, la poudrière, l'arsenal, la porte de Briançon et son bâtiment sont achevés ou sur le point de l'être. L'église a été commencée et une vingtaine de maisons bordent la rue principale. Il exprime aussi sa satisfaction pour le commencement du chemin destiné à relier le bas du plateau à la future porte du front d'Embrun au sud-ouest de celui-ci. Néanmoins, à l'issue de son inspection, dans l'additif à son projet de 1692, il mentionne le 25 septembre 1700 plusieurs choses. Constatant que le plateau de Guiestre se trouve à peu près à la même altitude que le plateau de Niort et permettra à l'ennemi d'installer des canons capables de battre les fortifications du fond d'Embrun, puis la ville elle-même, Vauban propose d'occuper le plateau sur 300 mètres de long grâce à un ouvrage à cornes. Faute de crédit, le projet d'extension des fortifications du Mont-Dauphin sur le plateau de Guiestre ne verra pas le jour. De même, ces propositions destinées à rendre la vie plus agréable à l'intérieur de la place, comme construire une halle couverte pour organiser des marchés ou monter les gardes pendant l'hiver, ou encore établir 5 ou 6 latrines couvertes, ne seront pas suivies. En effet, à partir de 1713, le traité d'Utrecht,
qui met fin à la guerre de la succession d'Espagne, a déplacé la frontière et fait passer Mont-Dauphin au rang de forteresse de deuxième plan. Ainsi, même si l'idée de raser la place présente dans l'entourage du roi ne sera pas suivie, la période de 1715 à 1750 verra les crédits nécessaires pour la terminer s'amenuiser considérablement. Sur les 3 lunettes avancées prévues dans le projet de Vauban, une seule sera réalisée en 1731 sur le front d'Aiglier. Les fronts d'Embrun et du Guil resteront mal fermés. On clôturera le chœur de l'église Saint-Louis, mais on ne terminera pas la nef qui restera que partiellement élevée. Un deuxième réservoir d'eau de 1840 mètres cubes est néanmoins terminé en 1730 et assure 2 mois de réserve à la place. Heureusement pour Mont-Dauphin, le désastre que subit l'armée française des Alpes à la bataille de l'Assiette en Piémont en juillet 1747 va lui redonner une fonction stratégique. En effet, les pertes françaises atteignent 5 000 hommes, en partie à cause de l'effroyable taux de mortalité chez les blessés, qui n'ont pas pu être soignés faute de l'existence d'un hôpital. Mont-Dauphin est alors désigné pour devenir la place d'entrepôt de l'armée des Alpes. Avec les nouveaux crédits qui sont alors débloqués sur le front d'Embrun, une nouvelle caserne est construite en 1766. Elle sera appelée ultérieurement Rochambeau. Son saillant sera épaulé en 1784 par un arc-boutant. En outre, la route d'accès menant du bas du plateau à la porte d'Embrun est terminée en 1772. La porte elle-même vient en 1784 compléter l'ancienne bastillonnée qui a été terminée en 1755. L'escarpe, qui s'élève parfois de 20 mètres, protège de la vue et des coups en provenance du plateau de Guillestre. En protection de la porte, une demi-lune est également dressée. Sur les fronts du Guil et de la Durance, entre 1786 et 1791, 2 enceintes avec redans sont construites au bord des escarpements du plateau. À l'intérieur de la place, une aile en équerre est ajoutée à l'arsenal en 1757. C'est la partie de l'arsenal qui subsiste aujourd'hui, après son bombardement en juin 1940 par un avion italien. Pour terminer, en 1784, l'hôpital prévu par Vauban est enfin opérationnel. Une cour encadrée de bâtiments et une aile détachée sur le jardin abritent divers services. Ces bâtiments, complètement délabrés en 1935, seront rasés. En 1791, l'Assemblée constituante, qui estime que la confrontation avec les monarchies européennes sera inévitable, envoie 2 généraux, du génie et d'artillerie, inspecter les places des Alpes. Après avoir eu Mont-Dauphin, le général Lemichaud d'Arson propose de moderniser la lunette avancée du front d'Aiglier, construite en 1731. Une tour réduite de son invention est construite de 1791 à 1801. Elle est reliée à la contrescarpe de la place par un souterrain. Entre 1818 et 1826, le capitaine du génie Massillon fait des essais pour boiser une partie de l'intérieur du sud-ouest de la ville, laissée vacante par le petit nombre des constructions civiles. 2 variétés, les frênes et les tilleuls, résisteront au froid et au vent et occuperont peu à peu l'espace. Ce même capitaine, en 1819, recouvre la terrasse de la caserne Rochambeau par un toit de lauze grâce à la construction d'une charpente à la Philibert Delorme. Pour suivre les progrès de l'artillerie, la voûte de la poudrière sera sommairement recouverte de terre en 1820, puis complètement remaniée et mieux protégée à partir de 1882. Un autre magasin à poudre sera construit en outre en 1858 sur le front du Guil. Le front d'Aiglier voit la construction de 2 ouvrages avancés entre 1840 et 1845.
En 1860, la place est déclarée en l'état d'entretien, c'est-à-dire que l'autorité militaire ne compte plus rien lui ajouter. Cependant, il convient de souligner que pour améliorer la défense de ces quatre fronts, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, notamment à l'extérieur de la place, des emplacements pour batteries d'artillerie seront aménagés. Comme la batterie du Colifichet qui est implantée au sud sous le front d'Embrun, la batterie du Mirador également implantée sur le front d'Embrun, la batterie du Balai positionnée sur le front de la Durance. Également en 1880, à proximité de l'église Saint-Louis, un emplacement pour 5 grosses pièces à canon rayé et disposant de 4 traverses-abris pour protéger artilleurs et munitions sera construit avec les pierres récupérées sur la nef inachevée de celle-ci qui a été démantelée à partir de 1873. Il s'agit à cette époque de permettre à la place de répondre aux tirs d'obus pouvant provenir de plus de 10 km. Enfin, en 1940, un peu à l'arrière de la lunette d'Arson, pour la dernière fois, une batterie d'artillerie sera installée. Pour terminer, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, de 1935 à 1939, une caserne pour des gardes mobiles est construite sur l'emplacement où se situait l'hôpital du XVIIIe siècle. Elle constitue encore aujourd'hui la dernière des constructions collectives dressées dans Mont-Dauphin. Contrairement à la description idyllique du lieu que fait en 1692 Vauban, Mont-Dauphin va très rapidement apparaître tant pour la garnison que pour sa population civile comme ce qu'il est en réalité, un plateau venté et aride qui n'avait jamais été habité auparavant. À l'altitude de plus de 1000 mètres, qui occasionne températures très basses et neige persistante en hiver, s'ajoute l'isolement du plateau. Ainsi, ce contexte très défavorable va obliger dès le début et constamment les autorités tant civiles que militaires à lutter contre le manque d'attractivité du lieu. Ainsi, dès 1698, le gouverneur juge nécessaire de donner consigne au consul de Guillestre de ramener les déserteurs éventuels. Le signal de la désertion sera donné de Mont-Dauphin grâce à un coup de canon tiré à l'entrée de la nuit. En 1710, le capitaine des grenadiers de l'armée armée indique que 42 hommes ont déserté sa compagnie. En 1719, le lieutenant du roi, commandant second de la place, prévient les consuls de Guillestre que plusieurs soldats ont déserté et ont séjourné dans leur ville. En 1799, c'est 800 hommes des 74e et 107e demi-brigades qui désertent en abandonnant leurs drapeaux et équipements. En réalité, la garnison va enregistrer des taux records de désertion tout le long des XVIIe, XVIIIe et même XIXe siècles. En effet, être en garnison à Mont-Dauphin signifie pour le soldat d'abord un service exigeant. La garde qui doit être montée dans les échauguettes, sur les chemins de ronde, à la porte, ou devant des lieux clés comme l'arsenal, la poudrière, les fontaines, est rendue difficile par le froid, la neige et le vent, qui sont présents dans la place une bonne partie de l'année. Le service comprend également les travaux de terrassement et de maçonnerie, tant pour la maintenance que l'accroissement des fortifications. Il incombe également à la garnison de surveiller la frontière, surtout avant 1713. Enfin, l'entraînement au tir au fusil ou au canon, à la marche au pas, combiné à des missions ponctuelles telles que la recherche des déserteurs ou le maintien de l'ordre dans la place, complète la vie strictement militaire du soldat. Mais ce qui différencie véritablement le soldat de Mont-Dauphin à ses congénères en garnison ailleurs, c'est sa vie morne et spartiate lorsqu'il n'est pas en service. La première caserne construite, la caserne Campana, propose à chacun des soldats un lit
qu'il doit partager avec un compagnon. 4 lits et une cheminée sont disposés dans une chambre de 40 mètres carrés qui doit assurer le logement, mais aussi le réfectoire de 12 hommes. 4 hommes de la chambrée étant supposés être constamment de service à l'extérieur. Les meubles de la chambrée se limitent à un chaudron ou à une marmite en cuivre avec son couvercle, une serpe ou deux, ou une petite hache. Chaque soldat possède en outre une cuillère de buis, un couteau et une ou deux tasses d'étain. Un certain nombre de grosses haches, de scies, de pioches et pelles sont en outre disponibles au niveau de la compagnie. L'hygiène à l'intérieur de la caserne était déplorable, aucune pièce pour les soins corporels n'étant prévue. Les latrines se trouvent à l'extérieur, suspendues sur l'escarpe. Le blanchissage des vêtements doit être fait également à l'extérieur dans un bassin non couvert. Dans ces conditions, l'on ne doit pas s'étonner que de nombreux rapports d'officiers mentionnent que la vermine pullule et qu'une odeur pestilentielle s'échappe de ces pièces mal aérées. Les officiers disposent d'un peu plus de confort. Logés dans le même pavillon, chacun dispose d'un appartement de 60 mètres carrés, partagé entre une chambre et une antichambre servant de salle à manger. Le gouverneur de la place, quant à lui, dispose d'un pavillon pour lui tout seul. Rehaussé d'une tour centrale, utilisée comme colombier, une horloge y sera installée au XIXe siècle, d'où provient son nom actuel. En outre, le développement de la vie civile, voulu afin de rendre supportable la morosité de la vie des soldats, n'atteindra jamais l'importance espérée par Vauban. Certes, dès le début du XVIIIe siècle, à Mont-Dauphin, grâce aux dons de l'eau constructible et des dispenses fiscales accordées aux arrivants, 20 à 25 maisons bordent la rue principale. S'y trouvent également 4 cabarets, une boulangerie, 7 auberges, un service de poste, une boucherie, une cordonnerie et 10 marchands de vin, céréales, bois, habits. Mais ensuite, malgré les autres mesures prises, instruction gratuite pour les enfants, un marché hebdomadaire et 2 foires franches annuelles organisées dès 1765, le regroupement avec la commune d'Aiglier en 1753, l'ouverture d'une deuxième porte en 1784, la population civile va stagner. En effet, l'agriculture n'est pas possible à proximité. De même, l'isolement du plateau limite l'activité commerciale à la location de chambres aux officiers et à l'exploitation de quelques tavernes. En outre, les contraintes liées au statut militaire de la ville sont propres à décourager l'installation de nombreux civils. Par exemple, la construction des maisons doit se conformer aux normes précises voulues par Vauban. Et ainsi, en 1755, l'intendant du Dauphiné intervient lorsqu'il lui est rapporté que la qualité des cheminées des nouvelles constructions est inférieure à celle-ci. Il ordonne alors qu'elles seront à l'avenir construites selon les ordonnances et règlements de police et ramenées 3 fois par an, sous peine de 100 livres d'amende contre les maçons et de les reconstruire à leurs dépens, et de 30 livres d'amende contre les habitants qui ne les feront pas ramener. Le soir, lorsque la retraite est battue, les cabaretiers doivent fermer leur commerce sous peine de sanctions, et les soldats, même s'ils ne sont pas de service, doivent rejoindre leur caserne. Avant la nuit, la troupe ferme les portes et lève les ponts, jusqu'à la Révolution française qui instituera une nouvelle réglementation plus soucieuse des droits de chacun. Le pouvoir du gouverneur et de son état-major prime sur le pouvoir civil des 3 consuls municipaux. Ainsi, à certains moments, l'action de l'armée sera considérée comme étant trop despotique et défavorable au développement urbain et commercial de la place. Malgré tout, la garnison permanente que possédera l'armée jusqu'à 1914 à Mont-Dauphin restera l'élément moteur de l'économie locale. De trop rares moments, comme les jours de fête, de foire ou de marché,
viennent heureusement égayer le quotidien. La vente du bétail, des gros draps de pays, du sel de Provence et de divers produits agricoles anime alors les rues, comme l'atteste la pierre à mesure adossée à l'angle formé par la rue du Colonel Cabrier et la rue Catinat. Le dimanche et les jours de fête sont l'occasion pour les civils et les militaires de se réunir lors de la célébration de la messe. Les habitants et les officiers peuvent alors se revêtir de leurs plus beaux vêtements ou uniformes chamarrés. C'est vraisemblablement ce que faisait l'officier du génie nommé Roger de Lille en garnison à Mont-Dauphin de 1784 à 1789 et compositeur de la Marseillaise 3 ans plus tard. En conclusion, il convient de souligner que si le nombre de résidents enregistrera parfois des augmentations exceptionnelles au gré de circonstances particulières, comme par exemple de 1812 à 1814, 2000 Anglais sont gardés prisonniers, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. La place, construite pour abriter 2000 à 3000 habitants, n'atteindra guère plus de 800 personnes permanentes au plus fort de sa démographie vers le milieu du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Une vue aérienne nous démontre également que les constructions civiles ne couvrent qu'environ un quart de la place. L'isolement et les autres contraintes ont eu raison en définitive des espérances de Vauban. Le ravitaillement de la place, par exemple, devant s'organiser en l'absence de route digne de ce nom avant la fin du XIXe siècle, grâce à de longues caravanes de mulets. Ils furent ainsi stationnés au nombre de 100 à 300 à Mont-Dauphin pendant plus de 200 ans. Le chemin de fer, quant à lui, n'arrivera au bas du plateau de Mont-Dauphin qu'en 1883. Séparée de la commune d'Aiglier à la Révolution française, la commune semblait même devoir disparaître. En 1968, 3 ans après le déclassement officiel des installations militaires, sa population n'était plus en effet que de 59 personnes. Heureusement, le ministère de la Culture et le Développement touristique va prendre le relais de la page militaire qui est maintenant tournée. Les premiers bâtiments à avoir bénéficié d'un classement au titre des monuments historiques ont été l'église Saint-Louis en 1920, auquel se sont ajoutées 2 inscriptions pour la lunette d'Arson et la caserne Rochambeau en 1929. Moins d'une année après le déclassement militaire, le 18 octobre 1966, c'est l'ensemble de la place qui est classé. Dans les années 75, le ministère de la Défense transfère à celui de la Culture les fortifications et les bâtiments militaires, à l'exception des casernes Binot et des gardes mobiles conservées pour servir de résidence de vacances. Les places, les rues, l'église et la caserne Campana en 1999 sont devenues propriété de la commune. Cette dernière a été aménagée en 2 ateliers d'artisans et de transformation de produits de bouche, 4 appartements et des pièces pour la mairie. Une chambrée de soldats a été également reconstituée au rez-de-chaussée. Un plan quinquennal de restauration lourde a été lancé dès 1980. Un office de tourisme et, depuis 1994, le Centre des Monuments Nationaux se sont occupés de promouvoir Mont-Dauphin, la présentant comme l'une des places majeures du système de défense créé par Vauban. L'UNESCO, le 7 juillet 2008, leur donnera raison lorsque la place, avec 11 autres fortifications de Vauban, est inscrite au patrimoine mondial. Beaucoup parlent ainsi d'une renaissance de la place. Le dénombrement de 2009, qui indiquera une population municipale de 145 habitants, confirmera le renouveau démographique. Il convient toutefois de préciser que sur les 159 logements situés sur la commune en 2007, seules 56 résidences principales sont répertoriées
contre 97 résidences secondaires et 6 logements vacants. Le Guil, après une course de plus de 500 km, s'est creusé une gorge qui sépare sur toute leur longueur le plateau de Guillestre de celui des Miors et qui lui permet de rejoindre la Durance peu après. Ainsi, vu du plateau de Guillestre, le Guil, à partir du village d'Aiglier, est bordé par une pente relativement douce qui s'accentue rapidement pour être remplacée ensuite par des rochers abrupts qui enserrent de plus en plus les fortifications de la place forte. Tout le front du sud-est, à partir de la contre-garde du demi-bastion du Dauphin, se retrouve ainsi près de ces rochers qui le protègent de toute tentative d'investissement par de l'infanterie. Toutefois, on a construit pour ce front une enceinte nécessaire pour protéger la place forte de l'artillerie que l'assaillant ne manquerait pas d'installer sur le plateau de Guillestre qui se situe à la même hauteur et parfois à moins de 300 mètres. Positionné sur le demi-bastion du Dauphin, l'on peut examiner le plateau de Guillestre en face. Il est relativement proche, plat et dégagé de toute végétation. Il aurait permis l'installation de batteries de canons et de mortiers capables d'abord d'atteindre les casernes Binot et Rochambeau situées en contrebas, puis, au-delà, l'intérieur de la place forte. Les défenses du front du Guil commençaient véritablement avec les parties tournées vers Guillestre des demi-bastions du Dauphin et de sa contre-garde. En effet, bien que situé plus en avant, l'ouvrage avançait du nord-est où la demi-lune de Berry, ne pouvant recevoir que de l'artillerie légère, se trouvait ainsi trop éloigné à 440 et 450 mètres du plateau de Guillestre pour y contribuer efficacement. La contre-garde, en revanche, y contribuait grâce à une extrémité construite parallèlement au plateau. Son escarpe protégeait de l'artillerie adverse le fossé ainsi que le demi-bastion du Dauphin. En outre, un canon de gros calibre installé sur cette partie permettait des tirs de contre-batterie en direction du plateau de Guillestre. Dominant la contre-garde, le demi-bastion du Dauphin, grâce à son artillerie plus puissante, assurait une part essentielle de ces tirs de contre-batterie. Dans le prolongement de la contre-garde, une petite muraille assurait la jonction avec le demi-bastion du Dauphin et protégeait ainsi le fossé de l'artillerie ennemie. Percée de 5 meurtrières, elle protégeait aussi la place forte des tentatives d'infiltration des assaillants.
Le reste des fortifications du front du Guil consiste en une enceinte à Véredan, c'est-à-dire avec des décrochements que prolongent ensuite les murs du début de la caserne Rochambeau. Comme dans tous les remparts bastonnés, la maçonnerie et les pierres ne servaient qu'à contenir une masse de terre compactée d'une largeur de plus de 10 mètres. Cette largeur oblige le constructeur à dresser aux angles des parties saillantes de l'enceinte des guérites appelées échauguettes. Grâce à elles, l'observation tout azimut, proche ou lointaine, redevient possible pour les défenseurs. Comme le montrent des images prises de l'intérieur de l'une d'entre elles. L'examen de l'arrière du rempart au niveau de la caserne Binot montre comment un bâtiment d'une hauteur importante était partiellement protégé des coups directs de l'artillerie ennemie. Un très important creusement en suivant la pente a été effectué pour pouvoir ensuite réaliser un large rempart de terre. Le front du guet se termine par une batterie à machicoulis installée en 1840 devant la caserne Rochambeau. De forme triangulaire, elle avait pour fonction principale, en tirant du haut en bas et presque à la verticale, à contrôler le pont qui permettait à l'époque de traverser le Guil à la sortie de sa gorge. Les défenses du fond d'Embrun sont d'abord constituées par l'escarpe de la caserne Rochambeau, du nom choisi en 1887 par le général Boulanger sur une liste d'officiers de l'armée du Premier Empire. Cependant, le long et haut rempart auquel sont adossées les casernes a été construit entre 1750 et 1766. Ainsi, bien avant leur dénomination, mais tout de même plus d'un demi-siècle après la construction des casernes Campana et Binot. Cette escarpe, parfois haute de 20 mètres et longue de 260 mètres, constituait le bouclier sud-ouest de la place forte. Le rempart constituait aussi vraisemblablement une formidable plateforme d'artillerie. Tirant à ciel ouvert, comme le faisaient tous les canons au XVIIIe siècle, les batteries installées sur le front du Guil pouvaient atteindre le plateau de Guillestre. Celles installées sur le front d'Embrun, jusqu'à après la porte sud, prenaient sous leur feu tout le dessous du front et le début de la plaine de la Durance qui s'ouvre après la gorge du Guil.
Enfin, les meurtrières ouvertes dans l'escarpe permettaient la défense rapprochée, notamment de la porte d'Embrun. La porte sud ou porte d'Embrun, malgré son pont-levis, était bien moins protégée que celle située au nord. Deux raisons expliquent cette situation. En premier lieu, son accès par une mauvaise route terminée qu'en 1772 est beaucoup plus difficile que l'accès à la porte nord. En deuxième lieu, à cette époque, l'éventualité que la place subisse un siège s'était singulièrement amenuisée, à tel point que l'achèvement des constructions d'une demi-lune ainsi que d'un pont dormant reliant celle-ci à la porte ne sera jamais effectué. De même, le tracé de la route qui à l'origine, comme à la porte nord, devait traverser d'abord la demi-lune, fut rectifié pour aboutir directement à la porte. La partie du front d'Embrun entre la batterie du Balai et l'angle situé un peu après la batterie du Mirador a été construite qu'à quelques mètres de la très haute falaise verticale qui borde le plateau de Mior. Ainsi, il était impossible à un assaillant d'investir la place par ce côté. En revanche, les canons de la place qui, au XVIIIe siècle, ne tirent qu'à tir tendu des boulets pleins, ne pouvaient absolument pas contrôler au-dessous le mouvement des troupes ennemies. Tout au plus, des tirs indirects très imprécis à cette époque d'obusiers ou de mortiers pouvaient prétendre à les gêner. Pour la défense, seul en réalité le contrôle de la route sinueuse menant à la porte sud était vraiment nécessaire. Pourtant, le corps de garde, construit à cet effet, longtemps à l'état de projet, ne sera réalisé qu'en 1823. Il se divise en deux, son accès étant défendu par un fossé que surmontait à l'époque un pont-levis. La première partie, aménagée dans une infractuosité du rocher, comporte 3 étages. Du premier étage et du rez-de-chaussée, des tirs pouvaient toucher à courte et à moyenne distance les assaillants. Du sous-sol, l'on pouvait tirer aussi sur le fond du fossé. De la deuxième partie, à gauche de la route, des meurtrières permettaient également de prendre à partie les assaillants qui progressaient en dessous du corps de garde. Mais revenons maintenant à l'intérieur de l'enceinte du front d'Embrun et cheminons à partir de la fin de la caserne Rochambeau. Après être passé à l'angle du front d'Embrun indiqué précédemment, une ouverture dans celle-ci permet, après quelques dizaines de mètres, d'atteindre la batterie du Mirador. Appelée aussi parfois la batterie de Saint-Guillaume, car elle a la chapelle de son nom juste en dessous, elle offre de gauche à droite une vue sur le Guil, la plaine de Fazy, la gare, la route qui remonte vers Briançon. Sur les pentes situées à gauche apparaissent le village de Risoul, la butte de Barbin, Réautier. Le lieu, aménagé en 1822, était par conséquent une formidable plateforme d'observation. En revanche, il semble peu probable, pour les raisons précédemment énoncées, que le lieu ait été utilisé comme batterie d'artillerie. D'autant plus qu'à cet endroit, il semble absolument pas nécessaire de flanquer l'enceinte avec de l'artillerie.
Le front de la Durance est dans la continuité de la partie la plus à l'ouest du front d'Embrun. Ainsi, le relief, constitué par des rochers verticaux, reste pour ce front, tout au moins jusqu'au troisième et dernier élément des ouvrages avancés, le plus sûr rempart. Ensuite, les rochers s'espacent pour laisser la place à une forte pente qui devient franchissable, mais qui reste un sérieux handicap pour toute attaque massive. L'enceinte à redans, qui constitue 80% de la fortification du front, si l'on déduit les ouvrages avancés qui seront détaillés ultérieurement, était flanquée par 2 batteries. En contrebas de l'enceinte et en remontant vers le sud, après avoir dépassé les ouvrages avancés du nord-ouest, l'on remarque un saillant très proche de la falaise, l'extrémité de celle positionnée au nord, qui est une batterie à ressaut. Ensuite, la place est bordée par une simple enceinte qui suit elle aussi de très près la falaise abrupte. Elle est doublée bientôt par la batterie positionnée la plus au sud du front, la batterie du Balai. La batterie du Balai était la batterie extérieure la plus ancienne de Mont-Dauphin. Commencée en 1781, elle a été perfectionnée durant des dizaines d'années pour aboutir à sa structure à une batterie basse qui défendait la proximité de l'enceinte, s'étendant vers le nord, et une batterie haute construite contre l'escarpe qui flanquait la base de celle-ci. Sous la batterie basse, creusée dans le rocher, un abri à munitions avait été aménagé. On y accédait par sa façade sud grâce à un escalier. Sur sa façade nord, la batterie était protégée des infiltrations des fantassins par une coupure du chemin qui longe les remparts depuis le front d'Aiglier. Entre les 2 batteries, en suivant l'enceinte qui s'éloigne vers le nord-ouest, très rapidement, l'on aperçoit à l'intérieur, à quelques mètres en contrebas, 2 des éléments indispensables à une place forte que sont l'arsenal et la poudrière. La deuxième batterie, qui flanquait le front au nord, se situe sous le demi-bastion de Bourgogne. C'est une batterie à 3 ressauts successifs qui flanquait vers le nord la pente puis les escarpes des ouvrages avancés et vers le sud celle du demi-bastion puis de l'enceinte. Pour son approvisionnement, comme nous allons le voir ultérieurement, la batterie était reliée au corps de la place par un chemin qui longe les remparts sous le demi-bastion de Bourgogne et aboutit quelques mètres après à une porte qui débouche à l'intérieur de la place, à proximité de la poudrière. Le chemin qui suit l'enceinte se termine sur le demi-bastion de Bourgogne. Du côté du front de la Durance,
Depuis la construction des ouvrages avancés, il ne servait plus qu'à contrôler le chemin qui en dessous longe ces remparts. Mais du côté du front de Glié, il domine et pouvait ainsi soutenir les parties les plus à l'est de l'ouvrage avancé et de la demi-lune d'Anjou. À plus courte distance, il flanquait une partie du chemin couvert du bastion du Roi et du fossé, puis le pont dormant de la porte de Briançon. Déjà Vauban, en 1700, dans son projet additif, avait constaté que le glacis, devant les bastions ou les demi-lunes du front des Gliés, était fort bosselé. Il préconisait, afin de supprimer les multiples zones non battues par leur feu, la construction de 3 lunettes ou redoutes avancées. À la suite de la réduction des crédits, une seule sera réalisée en 1731. Placée d'abord fort loin sur le prolongement de la capitale du bastion du Roi, l'on se rend compte qu'elle sera exposée aux tirs de l'artillerie ennemie sans que l'on puisse la soutenir. En 1728, il sera ainsi décidé de la construire moins loin et plus à droite sur son emplacement actuel. La lunette a été construite d'une façon classique. Elle est d'abord constituée devant son front et ses côtés d'un long glacis de plusieurs dizaines de mètres qui la cache des yeux de l'assaillant. Il était nécessaire, en effet, à celui-ci d'arriver à seulement quelques mètres de la fortification pour découvrir le large fossé qui sépare la fin du glacis de son escarpe. Et avant de compléter l'examen de l'organisation de cet ouvrage avancé, regardons son environnement. Après avoir laissé l'ouvrage avancé du nord-est, en arrière et à droite, puis parcouru tout le glacis, nous retrouverons à gauche la route qui mène d'abord à l'ouvrage avancé du nord-ouest, puis à la porte nord. Mais revenons maintenant à l'examen de la demi-lune. Derrière son fossé se dresse son escarpe qui se divise en 2 faces, 2 côtés et l'arrière. Les 2 faces partent de la capitale de la fortification et s'arrêtent aux angles où commencent ces 2 côtés. L'escarpe est composée d'une partie en pierre qui ne sert en réalité qu'à contenir le rempart de terre compacté, large de plus de 10 mètres et capable d'arrêter les boulets de l'ennemi. Malgré tout cela, isolée, cette demi-lune restait extrêmement vulnérable. En effet, le terrain en face et sur les 2 côtés, comme l'ont montré les images précédentes et cette vue aérienne, forme un isthme qui plonge rapidement en pente plus ou moins régulière quelques dizaines de mètres seulement plus loin. Ce dodan, qui subsistera aux travaux d'aplanissement, aurait permis à l'assaillant d'approcher sans creuser de tranchées, notamment de son arrière, que ne protège pas le fossé. Constatant cette situation, le général Lemichaud d'Arçon, mandaté par l'Assemblée constituante, propose en 1791
de compléter d'une façon substantielle les défenses de la lunette. Un réduit de sûreté, accessible en principe que par le souterrain qui le relie à la contrescarpe du bastion du roi, 113 mètres plus loin, est ainsi construit. Le réduit permet aux défenseurs de tirer sur 360 degrés à partir de meurtrières percées sur deux hauteurs différentes, les unes à hauteur d'homme, les autres sous sa voûte même. Ensuite, à l'intérieur du terre-plein de la demi-lune est aménagé un corps de garde dont les défenseurs peuvent s'échapper par un escalier escamotable qui rejoint le souterrain indiqué précédemment. Ce souterrain permet aussi d'accéder à des casemates à feu de revers qui prennent en enfilade chacune des branches du fossé de la lunette. Enfin, pour compléter tout cela, sur environ 100 mètres, le souterrain continue sous l'axe de la capitale de la lunette, d'où partent à sa droite ou à sa gauche plusieurs galeries de contre-mines qui auraient pu servir également à détruire les travaux d'approche ou les batteries de l'assaillant. Nous voyons là le long tunnel qui a été creusé pour rejoindre notamment en surface l'intérieur du réduit de sûreté de la lunette d'Arçon. Comme il a été dit précédemment, le réduit de sûreté dispose de 2 rangées de meurtrières, d'où les défenseurs pouvaient tirer tout azimut. L'on remarquera que les meurtrières de la rangée la plus haute sont beaucoup plus grandes que celles de la rangée la plus basse, pour permettre l'évacuation plus aisée de la fumée provoquée par les tirs. C'est un escalier qui permettait de rejoindre le souterrain. Malgré les perfectionnements apportés par le général Darçon, cette lunette avancée centrale restait encore trop vulnérable et surtout ne pouvait pas prétendre à arrêter des assaillants décidés. C'est ainsi qu'entre 1840 à 1845, soit presque un siècle et demi après que Vauban l'ait préconisé, vont être construits 2 autres ouvrages avancés. Les plus importants vont être dressés au nord-ouest de la place forte. Lorsque sur une vue aérienne on examine le front d'Aiglier, il apparaît immédiatement que ces ouvrages avancés supplantent largement en dimension les autres fortifications, y compris le bastion du roi, qui occupe pourtant une situation centrale. La topographie des environs du nord-ouest du plateau explique l'importance qui a été donnée par les ingénieurs à ces fortifications. Comme il a été déjà indiqué, le plateau de Niort est relié à la vallée par un isthme. Il n'est pas bordé comme le plateau par des rochers infranchissables, mais par des pentes plus ou moins prononcées qui ne sont plus capables que de gêner les mouvements vers celui-ci. Ainsi, seules des fortifications établies suffisamment dans la profondeur étaient susceptibles d'empêcher de ce côté à des fantassins hardis de s'approcher de trop près de la place forte. La partie qui constitue le front d'Aiglier de l'ouvrage avancé du nord-ouest avait été organisée pratiquement comme les autres fortifications de ce front. C'est-à-dire qu'un glacis couvrait un chemin couvert sur son côté droit,
et qu'un fossé avait été creusé sur toute sa longueur. Aujourd'hui, ce chemin couvert a disparu et le fossé a été partiellement comblé. Au bas du premier élément constituant le front de la Durance de l'ouvrage avancé du nord-ouest, l'on remarquera les vestiges de la construction d'une batterie qui n'a jamais été terminée. Après un deuxième élément plus haut, a été construit un troisième et dernier élément beaucoup plus important et qui les domine, au-dessous duquel avait été aménagé sur un piton rocheux en saillant une batterie d'artillerie. Par ce sentier qui longe le front de la Durance, l'on se retrouve au-dessous du piton rocheux où avait été aménagée la batterie extérieure la plus au nord de la place forte. L'on remarquera qu'après celui-ci, les rochers au-dessous des remparts s'espacent et que le pied de ceux-ci deviennent accessibles. Pour cette raison, une muraille de défense a été construite et un pont-levis à flèches protégeait l'entrée dans la première partie des ouvrages avancés. Deux discrètes poternes placées sur le côté droit des deux premières parties des ouvrages avancés du nord-ouest permettaient à ces défenseurs de se déplacer entre elles. Rentrons maintenant dans la première partie. Après un court cheminement le long du pied de l'escarpe du deuxième élément, nous arrivons devant le pont-levis qui protégeait son entrée. Il s'agissait d'un pont-levis dit à flèche où le contrepoids permettant la remontée du tablier est placé au-dessus et en arrière de celui-ci. Ce système ne fonctionne plus aujourd'hui. Au-delà du premier élément, nous trouvons le chemin qui longe le pied des remparts du front de la Durance jusqu'à la batterie du Balai. Une coupure dans le chemin avait été pratiquée afin de protéger la batterie extérieure nord d'infiltration de fantassins qui auraient pu franchir les murailles défendant le pied des remparts. En prenant ce chemin, nous arrivons sur cette coupure dont on ignore comment, lorsque la batterie nord était opérationnelle, les défenseurs pouvaient la franchir. Quelques mètres seulement après, le passage de l'un des angles du rempart de cette troisième partie permet de voir apparaître la batterie à ressaut décrite précédemment. Peu de temps suffit pour l'atteindre et la franchir grâce à un tunnel creusé sous elle et en n'utilisant pas sur la gauche le portail qui nous aurait permis de rentrer dans le fossé situé devant le demi-bastion de Bourgogne. Quelques mètres seulement après le dépassement du demi-bastion de Bourgogne, apparaît une ouverture permettant d'entrer dans la place forte. Délaissant le chemin qui continue vers le sud, allongé des remparts, nous entrons dans un tunnel qui nous fait déboucher en face de l'arsenal, avec un peu plus loin en arrière-plan, l'église Saint-Louis.
Nous sommes en réalité très proche de la poudrière qui apparaît immédiatement sur la droite, peu après la sortie du tunnel. Ce cheminement nous a été utile pour montrer que les défenseurs de la place pouvaient, en longeant le pied des remparts du front de la Durance, parfaitement communiquer avec ces ouvrages avancés du nord-ouest. Après avoir parcouru tout l'extérieur des ouvrages avancés du nord-ouest, nous allons examiner maintenant de l'intérieur leur organisation. Nous commençons cette visite par le haut de la troisième partie des ouvrages avancés, situé juste devant le demi-bastion de Bourgogne. Le moyen d'accéder à cette partie, si le défenseur ne souhaitait pas passer par les deux parties inférieures des ouvrages avancés, était double. Soit il empruntait la porte qui est située sur le côté droit, juste avant le pont menant à l'entrée dans la demi-lune d'Anjou, soit il utilisait pour sortir du fossé le double pas de souris situé sur la contre-escarpe de ce demi-bastion. Arrivé au point le plus bas de cette troisième partie, l'on trouve le tunnel qui permettait une jonction protégée de l'artillerie ennemie avec la deuxième partie des ouvrages avancés. Une fois sur le bord du parapet en terre de la deuxième partie des ouvrages avancés, l'on aperçoit en premier lieu, en contrebas, des éléments de fortification déjà écrits. La batterie nord et la coupure dans le chemin la protégeant. En deuxième lieu, apparaît au-dessous sa première partie et, en dernier lieu, en direction de l'est, la troisième partie qui protégeait tant par sa dimension que par sa hauteur tout le flanc droit des deux premières parties. Sur la première partie, il est à noter que des mouvements de terrain ont obligé le génie, dès 1848, soit quelques années seulement après la fin de sa construction, à abaisser considérablement son parapet. Sous le double effet de la pente et d'un terrain devenant sans consistance après les pluies, il menaçait ainsi de déverser. Le front des deux premières parties de cet ouvrage avancé avait été orienté pour effectuer des tirs dirigés vers le nord ou le nord-ouest. La pente de l'isthme évoquée précédemment ne permettant pas d'atteindre plus à l'est le plateau, du moins avec des tirs tendus. En se positionnant sur l'extrémité la plus à droite du parapet de la deuxième partie, apparaît au loin en contrebas la fin du chemin qui, en remontant le long du front d'aiguillé des ouvrages avancés, permet d'accéder au plateau de Miord et ensuite à l'entrée nord. L'on voit ainsi la pente s'infléchir avant que le chemin devienne plat.
Nous revenons maintenant dans le bas de la troisième partie, en face du flanc des deux premières parties. De cette position, un tour complet de la partie principale des ouvrages avancés du nord-ouest nous montre que de par sa dimension d'environ 150 mètres de largeur sur 150 mètres de longueur, il a été d'abord conçu comme un bouclier qui se dresse pour protéger des tirs directs et dans une moindre mesure des tirs indirects en provenance du nord-ouest ou du nord, l'entrée nord et également une bonne partie des fortifications de Mont-Dauphin. Ainsi, l'une des faces du bastion du roi, la demi-lune d'Anjou, une partie de la courtine nord, le demi-bastion de Bourgogne et leurs chemins couverts respectifs se retrouvent en deuxième ligne grâce à l'ouvrage avancé. En regardant vers le flanc des ouvrages avancés du nord-ouest, nous pouvons apprécier l'étagement qu'il a été nécessaire de respecter dans sa construction, en raison notamment d'une pente relativement importante. La troisième partie des ouvrages avancés était également conçue pour pouvoir potentiellement abriter 4 plateformes d'artillerie permettant le tir direct. La première pouvant être installée au-dessus des deuxième et première parties aurait pu les soutenir par ses feux d'artillerie pour interdire la progression d'un assaillant venant du nord. Une deuxième, qui n'aurait pu accueillir qu'un seul canon, aurait été aménagée sur le côté de la partie de l'ouvrage avancé, orientée vers le nord-est. Elle aurait tiré, selon les circonstances, soit également vers le nord, soit pour flanquer la première partie de l'ouvrage avancé. Le front nord-est de l'ouvrage avancé aurait constitué une troisième plateforme longue de 45 mètres. Il aurait pu soutenir de ses feux la lunette d'Arson et son chemin couvert, mais également au-delà, arrêter tout débouché d'infanterie suivant un axe se situant entre celle-ci et la pente à sa gauche. Enfin, une quatrième plateforme positionnée parallèlement à la route aurait pu permettre de flanquer le glacis ou le chemin couvert situé devant la demi-lune d'Anjou, le bastion du roi, la demi-lune de Berry ou l'ouvrage avancé du nord-est. Avant de quitter cet ouvrage avancé du nord-ouest, il est intéressant de remarquer qu'un tunnel de liaison creusé sous le large rempart en terre permettait aux soldats en faction d'accéder au bord du rempart en pierre afin de pouvoir effectuer sa ronde de garde. L'ouvrage avancé a été construit en même temps que son homologue du nord-ouest et comme pour lui, le génie a dû très tôt s'employer à le consolider suite à divers affaissements survenus dans sa maçonnerie. Ainsi, malgré sa dimension beaucoup plus réduite, il semble n'avoir pu être vraiment terminé qu'en 1850. Par rapport à l'autre ouvrage avancé, il a été positionné un peu plus en retrait
et par conséquent un peu plus loin de la lunette d'Arson que le front orienté nord-est, comme vont le montrer les images. En effet, l'ouvrage avancé du nord-est a été construit dans le prolongement de la capitale et surtout très près de la demi-lune de Berry afin de la protéger des tirs en provenance de cette direction. La protection de la demi-lune est ainsi totale si l'assaillant était positionné dans l'axe de la capitale de l'ouvrage avancé. La protection était en réalité toute relative car il suffisait à l'assaillant de décaler ses batteries vers la droite pour pouvoir bombarder alors toute la face gauche de la demi-lune. En progressant à la gauche du fossé de l'ouvrage avancé, l'on remarque sur la gauche que la pente est très proche et fort accentuée. La profondeur de l'ouvrage avancé étant très réduite, le cheminement nous amène rapidement devant la contre-garde que domine le demi-bastion du Dauphin. En obliquant vers la droite et en s'éloignant ainsi de ces fortifications, l'on suit la contre-escarpe de la demi-lune de Berry pour se retrouver à l'arrière de l'ouvrage avancé. L'on remarque alors que la plus petite des fortifications de Mont-Dauphin est seulement accessible par le fossé et par un unique pas de souris situé à l'arrière de la construction. Rentrons maintenant dans celle-ci. Arrivé à l'extrémité de l'ouvrage avancé, il conviendra d'examiner le panorama qui s'offre à notre vision. En effet, il importe maintenant d'apprécier comment cet ouvrage avancé pouvait s'acquitter de sa fonction principale qui consistait à arrêter les assaillants. De sa face droite, l'ouvrage avancé par ses feux d'artillerie, puis de sa mousqueterie, était censé prendre de flanc toutes les infiltrations d'infanterie progressant vers le demi-bastion du Dauphin. Mais comme nous l'avions déjà constaté, la pente très raide et inégale qui commence très vite à l'avant et à droite de cette fortification laissait de nombreuses zones non battues par ces tirs. C'est l'une des raisons qui poussera le génie à construire en complément une contre-garde devant le demi-bastion du Dauphin. De sa face gauche, l'ouvrage avancé couvrait des feux de ses canons la pente située devant et à droite de la lunette d'Arson. Puis, toujours sur le côté droit, son chemin couvert et la lunette elle-même. De son flanc, un canon de petit calibre pouvait prendre en enfilade l'arrière de la lunette et dans son prolongement, le glacis de la troisième partie de l'ouvrage avancé du nord-ouest. Enfin, à condition d'être toujours vivants, les soldats de l'ouvrage avancé auraient pu prendre sous les tirs croisés de leurs fusils tout le glacis situé devant le bastion du roi ou la demi-lune de Berry.
Un dernier regard vers l'arrière de l'ouvrage avancé nous permet d'apprécier à quel point il était proche de la demi-lune de Berry. Sa conquête aurait ainsi précédé de peu celle de la demi-lune. Comme la demi-lune d'Anjou, la demi-lune a été construite avec les premiers crédits alloués à la place. Également, ont été dressés à la même époque le bastion du roi ainsi que les deux demi-bastions qui l'encadrent. En effet, les trois bastions associés aux deux demi-lunes formaient un ensemble cohérent censé pouvoir se soutenir mutuellement et ne laisser à l'assaillant aucun angle mort. Ainsi, de sa face gauche, elle prenait de flanc tout le glacis situé entre l'arrière de la lunette d'Arçon et le chemin couvert devant le bastion du roi, la demi-lune d'Anjou, ainsi que devant la troisième plateforme d'artillerie de l'ouvrage avancé du nord-ouest. Elle pouvait également prendre le cas échéant en enfilade le fossé et le chemin couvert situé à droite de la lunette d'Arçon. De sa face de droite, les feux de la demi-lune flanquaient une partie du glacis, puis le chemin couvert de la contre-garde. Enfin, grâce à sa dimension, la demi-lune, dont nous voyons ici l'arrière, protégeait avec ses murailles une grande partie de la courtine située entre le bastion du roi et le demi-bastion du dauphin. La contre-garde, construite en même temps que les deux ouvrages avancés du nord-est et du nord-ouest, peut se diviser en trois parties distinctes. Nous n'allons pas revenir sur la première partie qui fait face au plateau de Guillestre et dont le commentaire a déjà été effectué avec le front du Guil, mais détailler ces deux autres parties. La deuxième partie, qui est toute droite et la plus importante, servait d'abord de protection à l'escarpe située sur le front d'Aiglier du demi-bastion du Dauphin. À l'intérieur de la contre-garde, un passage avait été aménagé qui permet de relier son fossé à celui de la place forte. La troisième partie de la contre-garde se situe en prolongement de la contre-escarpe de la demi-lune de Berry et protégeait son flanc des coups de l'ennemi. L'artillerie de la deuxième partie de la contre-garde était positionnée au-dessous du demi-bastion du Dauphin. Elle devait empêcher par ses feux tout débouché d'infanterie en provenance de la pente située entre la face droite de l'ouvrage avancé et les rochers verticaux qui tombent vers le Guil.
Un canon installé sur la troisième partie de la contre-garde pouvait prendre en enfilade le fossé bordant la face droite de l'ouvrage avancé, ainsi que son chemin couvert. Le côté du demi-bastion du Dauphin, situé sur le front d'Aiglier, pouvait, avec ses canons plus puissants que ceux de la deuxième partie de la contre-garde, prendre à partie dans le même axe, mais à plus longue distance, l'artillerie ou l'infanterie ennemie. En outre, avec le tir courbe de ses mortiers, le demi-bastion pouvait soutenir de ses feux une grande partie des fortifications défendant la partie nord de la place de Mont-Dauphin, c'est-à-dire notamment la demi-lune de Berry, l'ouvrage avancé du nord-est et leurs chemins couverts respectifs, ainsi que la lunette d'Arson. C'est le seul bastion complet de la place, doté par conséquent de ses deux faces, partant en diagonale de sa capitale, ainsi que de ses deux flancs et Orion. Il convient de noter qu'à l'intérieur du bastion avait été creusé un petit souterrain qui conduisait à un entrepôt de munitions. Dressé au centre du dispositif de défense, les autres fortifications ont été placées par rapport à lui. Ainsi, les deux demi-lunes ont été construites un peu devant et à la même distance de ces deux faces, dans le but de pouvoir flanquer le glacis puis le chemin couvert devant le bastion. Ainsi, à chacune des deux extrémités du front d'Aiglier, deux demi-bastions ont été construits pour flanquer le fossé et une partie du chemin couvert l'entourant. Il convient de souligner que compte tenu de son importance, le bastion aurait vraisemblablement fait l'objet dès le début du siège d'un traitement prioritaire de la part de l'artillerie de l'assaillant. La destruction, notamment de ses canons de gros calibre, lui permettant d'envisager la chute prochaine de la place. En effet, de cette position centrale, deux canons de faible calibre, protégés par ses ourillons et placés sur les flancs du bastion du roi, auraient permis de flanquer à courte distance les deux courtines du front d'Aiglier, avec l'aide, il est vrai, des deux demi-bastions. Toujours à courte distance, la mousqueterie de la face droite du bastion couvrait de ses feux le glacis et le chemin couvert de la demi-lune de Berry. À plus longue distance, les canons de gros calibre de cette face droite flanquaient le glacis et le chemin couvert situé à la gauche de l'ouvrage avancé du nord-est. La mousqueterie de la face gauche du bastion couvrait de leur feu le glacis et le chemin couvert de la demi-lune d'Anjou, ainsi que ceux de la quatrième plateforme d'artillerie de l'ouvrage avancé du nord-ouest. À plus longue distance, les canons de gros calibre de la face gauche prenaient de flanc le glacis, puis le chemin couvert de la troisième plateforme d'artillerie de l'ouvrage avancé du nord-ouest. Il importe également de souligner que des mortiers installés sur le bastion du roi auraient pu accabler, dans la limite de leur portée, grâce à leur tir courbe, l'assaillant, quel que soit le lieu où il puisse se trouver.
Néanmoins, il importe d'indiquer que compte tenu que leurs axes de capitale sont voisins, le soutien qu'aurait pu apporter l'artillerie du Bastion du Roi à la lunette d'Arçon n'aurait pu se concrétiser que par des tirs frontaux bien moins efficaces que les tirs de flanquement ou d'enfilade. En effet, selon la méthode utilisée dans les sièges jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'approche par l'ennemi de la lunette aurait été faite par le creusement en zigzag d'une tranchée dont l'axe aurait suivi sa capitale. Nous commençons la visite sous la courtine la plus à l'est de la place, où se trouvent les vestiges d'une double caponnière. À l'origine, c'était une tranchée à double parapet qui permettait aux défenseurs de se rendre à couvert de la poterne à la demi-lune de Berry et aussi de flanquer le fossé. En nous dirigeant vers l'ouest, sous la face droite du Bastion du Roi, nous rencontrons la conduite d'eau qui provenait de la source de Loubatière. Elle aboutissait à la fontaine se trouvant un peu après la gorge gauche du bastion sur la place Vauban. La première façon pour entrer ou sortir du fossé consistait pour le défenseur à utiliser ces escaliers creusés dans la largeur de la contrescarpe, appelés pas de souris. Il s'agit en l'occurrence d'un double pas de souris que nous empruntons pour accéder au chemin couvert situé devant le Bastion du Roi. Il est intéressant de souligner que 5 des 6 pas de souris construits à Mont-Dauphin n'avaient pas un escalier complet. Essentiellement, il s'agissait de rendre plus difficile la désertion qui, de tout temps, a été la maladie endémique de la garnison. La deuxième façon d'entrer ou de sortir du fossé du front d'Aiglier, c'est d'utiliser les poternes qui le jalonnent. Nous voyons ici celle qui, située en son milieu, permet de relier la contrescarpe du Bastion du Roi à la lunette d'Arçon. En outre, en se dirigeant de l'est vers l'ouest, nous trouvons, au milieu de la contregarde, 2 poternes qui permettent de la traverser. Une poterne au milieu d'une courtine qui débouche en face de l'arrière de la demi-lune de Berry. 2 poternes sous la porte de Briançon qui, à l'origine, permettaient de la rejoindre. Dans le passé, s'y serait également ajouté une poterne débouchant sur un escalier en colimaçon situé dans l'Orion, reliait le fossé au terre-plein du demi-bastion de Bourgogne. Enfin, il existait sur le flanc des 2 autres bastions des traces de portes murées, aujourd'hui disparues, qui permettent de croire que des liaisons supplémentaires avaient été prévues. Comme on le voit ici, pour son côté ouest, les 2 accès au fossé étaient protégés des tirs d'artillerie et des infiltrations d'infanterie par une muraille percée de meurtrières. Nous terminons la visite des fossés au niveau de la demi-lune d'Anjou, où nous rencontrons un double pas de souris. Examiné du bas du fossé, nous pouvons mieux comprendre comment ce type de pas de souris rendait plus difficile le départ des déserteurs, en les obligeant à se hisser hors du fossé par la seule force de leurs bras. Outre sa fonction de flanquement, notamment du Bastion du Roi, la demi-lune d'Anjou était surtout chargée de défendre l'entrée qui, au XVIIIe siècle, était le point faible de toutes les places fortes. Ainsi, afin d'empêcher l'assaillant d'avoir une vue directe sur l'entrée nord, la route d'accès passe par la demi-lune et l'entrée de cette dernière est construite décalée par rapport à elle, comme le montrent les images.
l'approche elle-même de la demi-lune était fortement défendue. En effet, comme il a été indiqué précédemment, son glacis, puis son chemin couvert, étaient sous le feu des tirs de flanquement en provenance du demi-bastion de Bourgogne et de la demi-lune de Berry, auxquels s'ajoutaient des tirs plus intenses du bastion du Roi et d'une partie des ouvrages avancés du nord-ouest. Afin de conquérir la demi-lune elle-même, comme le montre le cheminement que nous faisons, l'assaillant devait d'abord franchir le fossé, car le pont, même en supposant qu'il ne disposait pas de dispositif de levage, aurait été détruit par les défenseurs. Ensuite, il aurait dû détruire une lourde porte en chêne, puis la herse, dont la rainure est visible dans 2 piliers situés quelques mètres après. Le tout devant s'exécuter sous les feux qui pouvaient provenir de 3 directions différentes. De la droite, de l'ouvrage avancé, de la gauche, du bastion du Roi, et enfin, de la demi-lune elle-même. Supposons maintenant que l'assaillant, s'étant rendu maître de la demi-lune d'Anjou, il ait une vue directe sur la porte de Briançon. Les artilleurs, protégés derrière les orillons, du flanc gauche du bastion du Roi et du flanc droit du demi-bastion de Bourgogne, vont alors tirer à mitraille avec leurs canons de 8 ou 4 livres sur tout assaillant se présentant sur le pont dormant ou le fossé. Avant cela, les défenseurs avaient d'abord fermé la lourde porte ferrée. Ensuite, pendant que son contrepoids basculait en dessous, le pont-levis s'était relevé et était venu se plaquer contre l'entrée. En outre, du pavillon du dessus, les défenseurs avaient fait tomber ces herses améliorées appelées orgues. En effet, à quelques mètres en deçà de la porte, une fois celle-ci détruite, ces piliers en acier interdiront encore l'entrée à l'assaillant. Pour conclure sur les défenses d'un front bastionné comme celui d'Eyglier, l'on peut indiquer qu'il était estimé généralement à l'époque qu'un soldat à l'intérieur pouvait contenir 8 à 10 assaillants. Vauban, fort de sa méthode d'attaque des places utilisée pour la première fois au siège de Martric en 1673, estimait lui qu'une supériorité de 6 à 7 suffisait pour venir à bout des défenses d'une place forte. Le pavillon dit de l'horloge n'a pas servi seulement de support pour une horloge, de colombier ou de résidence du gouverneur, comme il a été indiqué précédemment. À l'étage, une partie des officiers y logeaient également, dont le capitaine des portes. Au rez-de-chaussée avait été installé un corps de garde et une prison. Le reste des officiers, capitaines et lieutenants célibataires, occupaient dans le pavillon à côté, dit des officiers pour cette raison, un modeste logement de 2 pièces, comme il a été déjà indiqué. Ce pavillon comportait 12 logements. C'est la première caserne construite selon les plans de Vauban entre 1693 et 1696 ou 1697. Elle était composée de 7 modules identiques accolés. Chacun comportait une entrée avec, aux 2 étages, 2 chambrées permettant pour chacune le logement de 12 hommes, soit une capacité d'accueil totale de 336 hommes. La fontaine des 4 coins est la principale fontaine encore en fonctionnement des 6 qu'a compté Mondauphin. Les maisons devaient respecter les contraintes de construction voulues par Vauban.
Dans le sous-sol, la cave est voûtée pour servir d'abri. Le rez-de-chaussée, lui aussi souvent voûté, abrite la cuisine, les pièces communes ou commerciales. L'étage était réservé aux chambres. Dans le dernier étage se situe la grange où le matériel, les vivres, le foin sont stockés. Un autre type de maison, tel que la maison carrée, permettait la location de chambres aux officiers. La caserne, terminée juste avant le commencement de la Deuxième Guerre mondiale, est la dernière tentative des autorités militaires pour faire résider d'une façon permanente des soldats à Mont-Dauphin. La guerre aura raison du projet. Après, la commune n'accueillera plus que ponctuellement des militaires. Sa construction, commencée en 1693, a été terminée avant que Vauban revienne en 1700. C'était alors un bâtiment rectangulaire avec des murs d'une épaisseur de plus de 2 mètres et possédant une voûte en berceau brisé. Selon les normes de sécurité de cette époque, il était en outre entouré d'un mur destiné à atténuer les conséquences de son explosion sur son environnement. Sur les 2 étages à l'intérieur, toutes les précautions étaient prises pour que des étincelles ne puissent pas provoquer l'explosion des 84 000 kilos de poudre noire entreposée. En 1820, pour la mettre à l'abri des bombes, l'on enterrera la poudrière sous 1 mètre de terre, tout en renforçant sa voûte. En 1881, pour la protéger des obus explosifs, le bâtiment originel est entouré et isolé des murs extérieurs par une galerie voûtée en quart de cercle. Le tout sera ensuite noyé sous des tonnes de terre. L'arsenal était d'abord un entrepôt où était stocké le matériel d'artillerie au rez-de-chaussée et les armes individuelles à l'étage. C'étaient aussi des ateliers de réparation. Situé curieusement à seulement quelques dizaines de mètres de la poudrière, le bâtiment n'aurait pas résisté à son explosion. L'église de Mont-Dauphin, c'est l'histoire d'une église inachevée. À l'origine, Vauban voulait la construire pour une ville de 3000 habitants, selon le modèle de l'église Saint-Louis de Grenoble. Les fondations ont été terminées en 1699 et le 2 janvier 1706, alors que le chœur l'est à son tour et reçoit la bénédiction de l'aumônier, le génie considère déjà que la dimension de l'église devrait être réduite. Pourtant, les travaux sur le transept et la nef continueront au ralenti jusqu'en 1783, où les murs atteignent la naissance de la voûte. Survient alors l'idée de démolir toute la partie encore en construction pour récupérer de la pierre de taille afin de terminer les fortifications de la place. La Révolution arrive alors et la République va réquisitionner l'église pour qu'elle serve d'entrepôt. En 1803, le chœur est rendu au culte et devient la propriété de la commune, alors que la partie inachevée reste celle de l'armée. Cette dernière, ne faisant plus l'objet d'entretien, va alors lentement se dégrader jusqu'en 1873, où les murs seront rasés pour servir de matériaux de construction pour les traverses-abris. En 1882, le royaume d'Italie, en s'alliant avec les empires austro-hongrois et allemands, fait à nouveau peser une menace sur la frontière des Alpes. Le commandement militaire décide alors de moderniser l'artillerie de Mont-Dauphin, qui, à cause des canons rayés que possèdent toutes les armées européennes, peut être désormais battue de positions établies sur les hauteurs environnantes, situées jusqu'à plus de 10 km. Plusieurs nouvelles batteries sont alors installées. La principale de 5 canons le sera près de l'église avec les matériaux qui lui sont retirés. Il s'agissait vraisemblablement de canons Bange de 155
mm long, de modèle 1877. De tels canons pouvaient envoyer des obus de plus de 40 kg à presque 10 km. Ils étaient associés à 4 traverses-abris qui servaient d'entrepôt de munitions, mais aussi à protéger les canons et surtout les artilleurs. La caserne a été commencée en 1700 et achevée vers 1707. Comme pour la caserne Campana, ce sont 5 modules identiques accolés les uns aux autres qui forment le bâtiment. Ici, afin de suivre la pente, les modules ont été construits légèrement décalés les uns par rapport aux autres. Chacun comporte 3 niveaux, desservis par un escalier central communiquant à chaque étage avec 4 chambres. L'on a déduit que la caserne avait été conçue pour accueillir 720 soldats. Comme pour les casernes Campana et Rochambeau, son nom a été choisi en 1887 par le général Boulanger à partir d'une liste d'officiers du Premier Empire. Construite rapidement pour un prix de revient faible, ce type de caserne réfectoire imposait néanmoins une vie spartiate aux soldats. La caserne Binot était reliée à l'arrière de la caserne Rochambeau par un discret petit escalier qui permettait aux soldats de cette dernière de venir rapidement occuper le front du Guil. Comme nous l'avons vu avec les nouveaux crédits débloqués suite en 1747 à la défaite de l'Assiette, entre 1750 et 1766, un nouveau rempart a été construit. À partir de 1765, constatant que la place manquait de locaux à l'épreuve des bombes, les autorités militaires décident d'y adosser de vastes casernes. Faisant corps avec le rempart, 3 niveaux de casemates aux salles voûtées et recouvertes de terre sont ainsi édifiés entre 1765 et 1785, leur sommet prolongeant ainsi celui-ci. Si la caserne semblait bien à l'épreuve des bombes, l'on constatera en 1783 que les nombreuses infiltrations d'eau avaient fragilisé sa maçonnerie au point que sur un saillant intérieur, le bâtiment menaçait de déverser. En 1784, l'ingénieur Frémont résoudra le problème en construisant cet élégant arc-boutant qui servira également à rejoindre le 3e étage de la caserne. En revanche, la résolution du problème d'infiltration d'eau devra attendre jusqu'en 1823, où le capitaine Massillon couvrira le bâtiment d'une toiture en ardoise grâce à une charpente à la Philibert Delorme, du nom de cet architecte du XVIe siècle, inventeur d'un génial système de montage qui, en s'affranchissant de l'utilisation de longues et grosses poutres, permettait un facile démontage.